Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va faire comme d'habitude l'analyse fondamentale de la semaine. On va parcourir un peu le calendrier économique, regarder les événements qui peuvent nous impacter, nous qui tradons le Forex. On va essayer de les analyser rapidement et voir ce qu'on peut en tirer. Et donc tout de suite, on rentre dans le vif du sujet, mais comme d'habitude, avant de commencer, n'oublie pas de liker, de t'abonner, ça fait plaisir et ça donne la force. Alors avant de commencer ce samedi, j'ai sorti la vidéo de présentation de la formation qui sortira en fin de cette semaine. Et donc, je vous invite à voir cette vidéo-là pour plus d'informations sur la formation et la communauté privée. Je vais laisser le lien de la vidéo en haut à droite de cette vidéo. Et donc, on commence tout de suite avec le calendrier économique. Mais avant ça, j'ai envie de revenir un peu sur la décision du taux d'intérêt qu'on a eu la semaine passée au niveau de la Fed. Alors, c'était très intéressant. La Fed est sortie, elle a baissé les taux, c'était prévu, il n'y avait pas grand-chose. C'était plutôt la conférence de presse qui allait nous intéresser. Parce que bien évidemment, ça fait suite aux élections aux États-Unis. Trump a été élu. Et comme je vous l'avais dit dans une des précédentes vidéos, Trump et Jérôme Powell, c'est pas les meilleurs amis du monde. Déjà, durant l'ancien mandat de Trump, ils n'étaient pas du tout en bon terme, voilà. Et donc, c'était intéressant de voir ce qu'il avait à dire par rapport à ça. On s'attendait à ce qu'il ne dise rien par rapport à ça, mais quand même, ça allait être intéressant de voir ses réactions. Et donc, c'est ce qui s'est passé. C'était très intéressant. À tel point que sur Twitter, il a commencé à avoir des blagues. Voilà. Parce que la conférence de presse, déjà, je vous invite à la voir. C'est sur la chaîne YouTube de la Banque centrale. Il y avait des questions qui revenaient. Le fait que Trump ait été élu, qu'est-ce qui va se passer au niveau de la politique fiscale, comment ça va vous impacter et tout. Et donc, à chaque fois, il bottait en touche. Il disait que tout ce qui est politique fiscale et tout, ça, c'est pas leur domaine. Ils ne s'intéressent pas à ça. Eux, c'est politique monétaire. Et il n'a pas voulu parler de tout ce qui est politique, vous voyez. Et donc, ce sont des questions qui reviennent à chaque fois. Surtout cette journaliste-là. Je vous invite à partir à la minute 28-39. C'était très intéressant d'ailleurs. En fait, sa question a mis Powell un peu en PLS. Voilà. La journaliste, c'est une journaliste, son nom c'est Victoria Guida. Elle travaille pour Politico. Et donc, en gros, elle a demandé à Powell si le président vous demande de quitter, de partir, de quitter votre poste, est-ce que vous allez le faire? Il a dit non. Et ensuite, en gros, elle a enchaîné pour demander est-ce que légalement c'est possible? Est-ce que dans les règles de l'art, est-ce que le président peut le faire? Il a répondu non. Vous voyez? Et donc, ça a commencé à faire des blagues un peu sur Twitter et tout. Et donc, j'ai voulu noter ça. C'était très intéressant, sans la nervosité. Regardez son visage. Là, il continue à poser la question. Il dit non. Là, on sent quand même qu'il y a un peu de tension, quoi. Vous voyez? Et donc, c'était très intéressant à suivre. Je vous invite à suivre la conférence de presse au complet. Et donc, est-ce que légalement, c'est vrai? Est-ce que c'est possible que Trump vire Biden? Il y a eu un article très intéressant de, du Wall Street Journal. Le titre de l'article, c'est Si Trump essaie de virer Powell, le gouverneur de la Fed, dont Powell ici, est prêt pour une bataille légale. C'est-à-dire, il est prêt à se battre légalement contre Trump, si Trump essaie de le virer, vous voyez. Et donc, l'article est là, il est en anglais, mais vous pourrez le traduire en français. Je vais le laisser en description, c'est très intéressant. Donc, cette image-là, en gros, ça résume les politiques que Trump compte mettre en place. Et donc, au niveau de la Fed ici, on voit que si il doit remplacer Powell, bon, ici, il y a les différents pouvoirs aux États-Unis. On a le pouvoir ici exécutif, ça, c'est le Congrès. Le Congrès, lui, comporte la Chambre des représentants et le Sénat. C'est aussi acquis pour Trump. Le Sénat, c'est rouge actuellement. La Chambre des représentants, c'est quasiment rouge. Voilà. Exécutivement, il est au pouvoir avec son gouvernement. Et donc, ici, ce sont les différentes mesures et ceux qui peuvent en décider. Vous voyez, les points rouges, là, c'est ceux qui peuvent en décider. Et donc, ici, pour la politique de la Fed, pour remplacer Powell ici, pour Trump, il aura juste besoin du pouvoir exécutif, c'est-à-dire de lui et son gouvernement, tout simplement. Ils peuvent décider de ça. Powell, c'est ce qu'il a cité, c'est sur ça qu'il compte. Et donc, ça sera très intéressant de voir ce qui va se passer par la suite par rapport à ça entre Powell et Trump. Et donc, je vous laisse le lien de cet article-là en description. Alors, après, dans le calendrier économique, on voit que cette semaine, il y a assez de banquiers centraux de la Fed qui vont s'exprimer et ils sont enchaînés. 2 semaines qui ont précédé, c'était pas le cas parce qu'on avait ce qu'on appelait le blackout period. Le blackout period, c'est une période de 2 semaines durant laquelle les membres de la Banque centrale de la Fed sont tenus de ne pas s'exprimer avant la décision du taux d'intérêt. Oui, donc 2 semaines avant l'annonce, bah, personne ne doit s'exprimer. Et donc, c'est passé, on a eu une décision du taux la semaine passée, et donc maintenant, ils vont reprendre. Tout simplement. Et donc, cette semaine, dans le calendrier, il y a assez de speakers de la Fed qui vont s'exprimer. Ça sera intéressant de voir ce que les uns et les autres ont à dire aussi par rapport à la récente décision du taux d'intérêt et aussi par rapport à la politique, par rapport à Trump et tout. C'est très intéressant à suivre comme d'habitude. Et donc aujourd'hui, le lundi, on n'avait pas grand-chose. C'était congé aux États-Unis et au Canada.
Et donc, il y avait pas grand-chose aujourd'hui. Peut-être, la Bearish Summary of Opinion, ça, c'était intéressant parce que quand c'est sorti, en fait, qu'est-ce que c'est? Ça montre un peu les opinions des uns des autres. Ils sont 9 membres, à décider pour les taux d'intérêt. Ça montre un peu ce qui s'est dit durant pour qu'est-ce qu'ils ont décidé de maintenir les taux et tout. Et donc, la décision du taux, c'était la fin du mois passé, le 30 au 31. Et donc, c'est sorti aujourd'hui, le 11 novembre, pour montrer un peu les opinions durant cette, réunion du taux-là. C'était intéressant. Je vous laisse le soin de lire ça aussi. Vous pouvez le retrouver directement sur le site de la Banque centrale du Japon. Alors, concernant la politique monétaire, alors, je vous conseille de partir directement au niveau de la politique monétaire. Voilà, opinion sur la politique monétaire pour voir un peu quelles sont les raisons qui ont poussé les membres de la Banque centrale à maintenir les taux lors de la décision du taux du 30 au 31 octobre. C'est ce qui nous intéresse en gros au niveau du Forex. Et donc, je vous invite à partir directement là pour lire un peu. Vous pouvez bien évidemment lire tout le reste, il n'y a pas de problème, mais c'est plus ça qui nous intéresse. Et donc, ce qui ressort de tout ça globalement, c'est qu'on a voulu jouer la prudence. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on n'est pas acharné pour monter les taux, on n'est pas pressé. Et donc, c'était plutôt dovish. Et donc, lorsque c'est sorti ce matin-là, bah, évidemment, le yen a chuté. Et donc, si vous vous demandez pourquoi cette journée le yen chute et tout, c'est par rapport à ça. Donc, je vous invite à le lire en détail. Ensuite, demain 12, qu'est-ce qu'on aura? On aura les chiffres d'emploi en Grande-Bretagne. Alors, les chiffres d'emploi en Grande-Bretagne, ça sera intéressant. Pourquoi? Déjà, il faut souligner que, vous voyez ici, le chiffre d'emploi lui-même et le taux de chômage ici. En Grande-Bretagne, c'est donné par l'organisme qu'on appelle ONS. L'ONS, je vais vous mettre le site internet ici. Voilà, ça, c'est le site internet de l'ONS, eux qui se chargent de faire des sondages, de recueillir les informations qui sont liées à l'emploi et tout. Et donc, ça fait quand même pas mal de temps qu'ils ont remis à jour ils sont en train de travailler sur une nouvelle méthode de sondage pour donner des chiffres d'emploi et tout. Et donc, présentement, les chiffres ici, voilà, les chiffres d'emploi et le taux de chômage, c'est pas quelque chose de très fiable. Ça, c'est eux-mêmes qui le disent. Ils disent que ça va quand même mettre assez de temps qu'on ait vraiment confiance aux chiffres qu'ils donnent ici. Vous voyez? Et donc, ici, je suis sur le site. C'est même marqué ici. À chaque fois qu'ils vont donner des chiffres, ils vont toujours dire ça, souligner ça en bas. Vous voyez? Pour mettre un peu un petit bémol. Et donc, en gros, on doit faire attention lorsqu'on interprète ces chiffres que l'ONS sort parce qu'ils sont toujours en train de travailler sur leur méthode du sondage. Même quand vous allez regarder au niveau de la Banque centrale d'Angleterre, quand elle va faire ses projections, parce qu'elle fait aussi ses projections sur le taux de chômage. Ici, elle va dire qu'elle va mettre un petit bémol ici, où ça y est, voilà, au niveau de l'ONS, voilà. Au niveau de l'ONS, elle va toujours mettre un petit bémol ici. Et donc, vous allez remarquer que durant ces derniers mois, le marché n'a pas trop réagi par rapport aux variations du marché d'emploi ici. Sauf pendant les 2 derniers chiffres d'emploi. On a eu, par exemple, le dernier chiffre d'emploi, on a eu une hausse assez massive quand même. Je vais vous montrer ici à quoi ça ressemblait. Voilà, on est passé, regardez, 265 000 à 373 000. C'est assez haut comme chiffre d'emploi. Vous voyez, donc le marché a réagi à ça légèrement. Et donc c'était le cas aussi lors de l'avant-dernier chiffre d'emploi. Sinon, avant ça, le marché ne réagissait pas vraiment parce qu'on nous tous, on savait que c'était une nouvelle méthode. On ne doit pas trop faire confiance à ça et tout. Et donc, le marché va plus mettre l'accent sur les chiffres de salaire ici. Voilà. Ces chiffres de salaire-là, c'est différent des chiffres d'emploi ici. Eux, on peut se fier à eux. Vous voyez. Et donc, en gros, on aura les chiffres d'emploi. On se fie seulement aux chiffres de salaire ici. Et donc, pour moi, ça sera intéressant. Pourquoi? Parce que au niveau de la livre ici, c'est très intéressant la récente donnée qu'on a eue. On n'est plus en position de suracheter ici. Ça, c'est au niveau des institutions. Les données du CFTC, on n'est plus en position de suracheter. On a vu qu'il y a quand même eu une baisse massive ici au niveau des positions sur la livre, au niveau institutionnel. Et donc ça, on peut conclure qu'il y a peut-être maintenant, même au niveau des institutions, maintenant une envie, voilà, de prendre peut-être des profits, une envie de changer du temps au niveau de la livre. Sortir ces positions de vente sur la livre ici. Quand on regarde le graphique de la livre ici, on voit que c'est pas, voilà, ça baisse effectivement, mais c'est pas ça, c'est pas représentatif de la baisse ici au niveau des positions institutionnelles qu'on a. Et donc, ici, on voit qu'il y a un petit décalage. Normalement, ça doit être plus bas ici. Et donc, on constate qu'il y a un petit décalage quand même au niveau des positions des plus grands acteurs du marché ici et de l'indice de la livre. La baisse ici qu'on a, c'est pas représentatif, ça doit être plus massif que ça. Et donc, qu'est-ce qui peut rendre ça plus massif? Ce sont les catalyseurs. Les catalyseurs, c'est quoi? Ce sont les données économiques, tout simplement. Et donc, vous connaissez mon avis sur la livre, je suis ultra baissier. Et donc, j'ai juste privilégié une vente si ces chiffres d'emploi là sautent plutôt négatifs. Voilà. Avec plus le focus sur les chiffres du salaire. Les chiffres du salaire ici, je vais les attendre à la baisse pour vendre la livre. Évidemment, l'étude sera faite pour déterminer des chiffres un peu plus précis que ça, les chiffres auxquels je peux m'attendre à la baisse pour prendre la livre à la baisse. Vous voyez. Et donc, ça peut être un catalyseur pour effectivement faire baisser la livre pour que ça soit en cohérence avec
les données des institutions ici qu'on voit, vous voyez? Et donc ça sera très intéressant à voir. Si on regarde au niveau du marché, vous voyez ici Bank of England, le marché ici, il price que lors de la prochaine réunion de décembre, la banque centrale maintienne le taux à quasi 80. Parce que là, vous voyez qu'on a 5 points de baisse de base ici. C'est un peu cohérent parce que lors de la dernière sortie, la banque centrale, d'Angleterre, elle a maintenu les taux et elle a dit quand même qu'il y avait une pression que les salaires, toujours ici, les salaires, je vais vous montrer, voilà les salaires qu'on a ici, que ces salaires-là font toujours pression et ça fait toujours plus pression que ce qu'ils ont prévu par rapport à l'inflation. Bah, si les salaires augmentent, les gens de l'argent pour dépenser et notamment dans les services, c'est encore plus violent, vous voyez? Présentement dans les services, on est à 4,9 d'inflation et donc je vais vous montrer quand même, voilà, c'est ce que le gouvernement même a dit ici. Ça c'était le 7 de ce mois-ci lors de la décision de taux d'intérêt. Il a dit qu'il peut y avoir une persistance quand même au niveau de l'inflation des salaires au-delà de ce qu'ils ont prévu. Ça montre vraiment que les salaires ici, demain, il y a un focus qui sera mis sur ça, vous voyez? Et donc en cas de déviation par rapport à ce qui est prévu par le marché, ça peut nous donner des opportunités très bonnes sur, la livre. Évidemment, si ces chiffres-là sortent à la hausse, ça ne m'intéresse pas d'acheter de la livre. Moi, je vais plutôt privilégier ça à la baisse pour vendre de la livre. Et aussi, je voulais revenir sur quelque chose. La semaine passée, je disais que, j'avais pas encore vu le membre qui a voté pour le maintien du taux parce que comme vous le savez, ils sont 9, il y a 8 qui ont voté pour baisser les taux. Il y a une personne qui a voté pour maintenir les taux. Et donc je disais que soit ça allait être Man, soit ça allait être Man, soit ça allait être Pile. Et effectivement, c'est Catherine Mann qui a voté pour que les taux soient inchangés. Et donc la seule personne qui a voté pour que les taux soient inchangés, c'est effectivement Catherine Mann. Et donc ça, on pouvait le prévoir en connaissant un peu le temps et les différents membres de la banque centrale, vous voyez? Et donc, c'est une personne qui est plutôt hawkish. Donc je vais revenir rapidement sur ça. Donc ça, ce sont les chiffres d'emploi qu'on aura en Grande-Bretagne ici. Après le 12 aussi, bon, il y aura aussi le discours, hein, de la Fed, intéressant à voir. Ensuite, on passe au 13. Le 13, on aura effectivement Catherine Moine qui va s'exprimer ici. On va voir ce qu'elle a à dire. Elle va peut-être parler de sa position, pour qu'est-ce qu'elle a voulu que les taux soient maintenus lors de cette réunion alors qu'ils ont baissé. Après aussi le 13, on aura les chiffres d'inflation aux États-Unis. Alors, ça sera très intéressant. Pourquoi? Déjà, on va voir comment est-ce que le marché est positionné au niveau de la Fed. Déjà ici, Fed, on voit le marché ici, il price plus de 80% de chances que la Fed baisse les taux en décembre. C'est un peu en accord avec ce que la Fed a dit lors de sa précédente réunion de taux d'intérêt, pas celle qu'on a eue la semaine passée, mais l'autre, où on a eu ses projections. Et donc, elle a projeté baisser les taux encore à 50 points de base d'ici la fin de cette année. Mais la semaine passée, on a eu 25. Et donc, en décembre, on s'attend à ce que les taux baissent à 25 points de base. Et donc là, on voit que le marché price est quasi en accord, mais c'est pas total. Ici, on n'a pas 25. Pourquoi on n'a pas 25? Ça fait écho à tout ce qu'on a eu durant ces dernières semaines. Le marché s'est repositionné parce qu'il priceait environ 75 points de base de baisse. Il s'est repositionné. On a eu du price out au niveau du dollar et donc le dollar montait. On a eu des chiffres d'inflation PMI aux États-Unis assez robuste. Et donc, le marché, au fur et à mesure, il diminuait les chances que la Fed baisse les taux. Donc, c'est pour ça qu'ici, on n'est pas à 100% de baisse de taux ici lors de la prochaine réunion. Et donc, ces chiffres d'inflation-là, évidemment, moi, je suis aussi sur le dollar, donc je vais les privilégier à la hausse. Si on a la hausse, ça va entrer dans le narratif qu'on a actuellement autour du dollar. Dollar haussier, Trump est élu, il est inflationniste, le dollar monte et tout. Et donc, puisque je vais acheter du dollar, moi, c'est dans ce sens-là que ça m'intéresse. Mais par contre, si on a une baisse au niveau de l'inflation, bah ici, vous allez voir qu'on va presser totalement les 100% de baisse du taux. On va peut-être arriver à 25 ici. Et donc, on peut avoir une réaction baissière sur le dollar, mais moi, ça ne m'intéresse pas de vendre du dollar. Et donc, dans ce cas-là, je ne vais pas rentrer. Parce que je suis aussi sur le dollar, tout simplement. Et donc, je ne vais pas rentrer. Présentement, j'ai une position à moyen terme sur le dollar. Et donc, si ces chiffres d'inflation sortent ici assez négatifs, moi, ça ne m'intéresse pas de vendre du dollar. Et donc, peut-être ça sera un plus bas pour moi pour reprendre une autre position encore. Vous voyez, pour encore prendre des positions achetées sur le dollar. Présentement, j'ai deux positions sur le dollar à la hausse, sur l'USD CHF et sur l'indice du dollar lui-même. Ici, j'ai tenté cette position-là. C'était avant la décision de taux. Je m'attendais à ce qu'on monte encore plus pour que le TP soit pris avant la réunion de taux d'intérêt. Mais c'est pas ce qu'on a eu. Donc, je suis sorti ici avant la décision de taux. Voilà, c'est ce que j'ai marqué ici. Out, Fed coming up. Et donc, après, je suis sorti. J'attendais que tout passe. La décision de taux, le discours de Powell pour ensuite re-rentrer voilà, sur l'USD CHF. Et donc, c'est ce qui s'est passé ici.
Et donc ça, c'est au niveau des chiffres d'inflation ici. Évidemment, ça sera étudié en détail pour déterminer des chiffres précis pour se positionner. Donc moi, je favorise ça plutôt à la hausse pour continuer dans le narratif actuel du dollar, tout simplement. Ensuite, après, on aura des speakers de la Fed qui vont s'exprimer. Ensuite, après, on aura les chiffres d'emploi en Australie. Alors, les derniers chiffres d'emploi en Australie ont été très, très, très à la hausse. On a eu 64 000. Le marché s'attendait à une baisse, mais on a eu même une hausse et plus que le précédent à 64 000. J'ai eu un très beau trade avec ça. Donc, cette fois-ci, on s'attend à ce que ces chiffres-là baissent. Voilà. On s'attend à ce que les chiffres d'emploi baissent. Donc, évidemment, à ce que le taux de chômage aussi augmente. Ensuite, le 14, on aura les chiffres en Australie. On va voir comment est-ce que le marché est positionné au niveau du dollar australien. Le dollar australien est en position suracheté ici. Mais probablement, lorsqu'on aura les prochaines données, ça sera un peu plus bas ici parce que la semaine passée, le dollar australien a quand même chuté. Après, au niveau des taux, le marché est ultra bullish. Le marché ne price en aucun cas que la Banque centrale va baisser les taux. La probabilité la plus forte pour que la Banque centrale baisse les taux, c'est le 5, c'est en mai de l'année prochaine. Et donc, vous voyez que le marché est ultra bullish. C'est en cohérence avec les données macroéconomiques de l'Australie. Voilà, c'est toujours assez résilient. Même si les derniers chiffres de l'inflation, c'était plutôt assez bon pour l'inflation globale, mais les chiffres d'inflation corps sont toujours au-dessus de 3%. Vous voyez. Couplé à ça, les récents chiffres d'emploi en Australie qui étaient plutôt solides. Donc, le marché est en accord avec tous ces chiffres macro-là. Et c'est aussi en accord avec la Banque centrale parce que dans ses sorties, elle est plutôt hawkish. Même lors de la dernière décision du taux d'intérêt, elle a maintenu les taux et elle a gardé un ton assez, on va continuer dans ce sens-là. On va toujours laisser les taux assez haut, assez longtemps, le temps qu'il faudra pour atteindre tous nos objectifs. Et donc, ces chiffres d'emploi-là, la meilleure opportunité sera la baisse. Si on a une solide baisse ici au niveau des chiffres d'emploi, vu le positionnement actuel sur le dollar australien, c'est mieux dans ce sens-là parce que la réaction sera mieux à la baisse. Je disais que la semaine passée, on a eu de grosses chutes au niveau du dollar australien. Je vais vous montrer, par exemple, là, il y a eu des USD ici. Déjà, on a une correction au niveau du dollar australien par rapport au dollar. C'était le cas de toutes les autres devises aussi, hein. Toutes les autres devises corrigeaient un peu par rapport à la baisse qu'elles ont subie par rapport au dollar. Et donc, il y avait la correction. Et c'était encore plus empiré la hausse du dollar australien et du dollar néo-zélandais parce qu'on avait de bonnes nouvelles venant de la Chine. La Banque centrale a tenu une réunion avec de grosses institutions financières. Elle a pris des gages de soutenir un peu plus l'économie chinoise, etc. Et donc, suite à ça, le dollar australien, le dollar néo-zélandais, bah, ça partait à la hausse. Et donc, moi, je suis rentré sur le Hang Seng, voilà, suite à cette annonce. Mais le lendemain, on a eu le NPC en Chine. C'était plutôt dessus. Moi, le marché s'attendait à ce qu'on a plus d'annonces, plus de stimulus venant de la Chine par rapport aux récents stimulus qui ont été annoncés au niveau de la Chine. Vous voyez, des choses concrètes, au fait. Mais on n'a pas eu ça. C'était décevant. Et donc, tout ce qui est chinois, ça a chuté. Et donc, ça m'a même fait sortir de mon trade ici sur le Hang Seng. C'était monté, j'avais pris un peu de profit ici pour enlever le risque sur la position. J'avais monté l'ESL ici. Et donc, je suis sorti ici. Et donc, je suis sorti ici, légèrement en profit. Donc, ça aussi, ça empiétait sur le dollar australien. Et donc, voilà, la semaine passée, voilà, on a tanké, quoi. D'autant que le dollar reprenait sa force. Le dollar australien, le dollar néo-zélandais sont impactés par ce qu'on a eu en Chine lors du NPC. Et donc voilà, on est reparti à la baisse. Et donc le dollar australien a vraiment chuté la semaine passée. Et donc, c'est pour ça que je disais que lorsqu'on aura les prochaines données, c'est sûr que l'Australie ne sera plus dans ces eaux-là. On aura un peu baissé ici quand même. Moi, j'attends ces chiffres d'emploi en Australie à la baisse pour vendre du dollar australien. Mais s'ils sortent à la hausse, parce que là, on s'attend quand même à une baisse massive de 64 000, on s'attend à 25. Mais si ça sort à la hausse, bah, c'est aussi une occasion pour acheter de l'australien. Parce que intrinsèquement, fondamentalement, de l'australien aussi. Et donc, dans ce cas-là, on peut le prendre dans les deux sens. Et donc, ce serait intéressant de choisir les bonnes paires pour trader ça à la hausse si ça sort à la hausse et à la baisse si ça sort à la baisse. Si ça sort à la baisse, c'est évident que l'AUD USD sera une très bonne paire pour trader de l'Australien à la baisse. Mais si ça sort à la hausse, il va falloir choisir une très bonne paire pour trader ça à la hausse. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre le reste du temps? Je ne vais pas vous cacher qu'après ça, je vais pas trop me focaliser sur les autres annonces économiques. On a aussi des indices de prix à la production. Ça fait pas bouger le marché généralement et donc je vais pas me focaliser sur ça. On aura aussi, alors, le 15, on aura les chiffres PIB au Japon ici et en Grande-Bretagne, voilà. Ça serait intéressant de voir les chiffres qui vont sortir, mais en termes de bouger le marché, c'est pas la meilleure chose, quoi. Vous voyez, généralement, on a vraiment besoin d'une grande déviation pour que le marché bouge sur ces chiffres-là. Et donc, je vais pas vous cacher que après ces chiffres d'emploi en Australie, les autres chiffres économiques de la semaine ne vont pas trop m'intéresser, à part les discours du membre de la Fed.
Je vais juste prendre conscience de ces chiffres-là, mais je vais pas les étudier comme je vais le faire avec ces 3 chiffres, de cette semaine. Inflation aux États-Unis, emploi en Australie et emploi en Grande-Bretagne. Et donc j'espère que cette vidéo était assez claire. S'il y a des questions, laisse-le en commentaire et on se dit à très bientôt.